Donc pour rappel, le webinaire il est disponible sur le site URPS, comme on avait indiqué lors du dernier webinaire, justement pour expliquer à tout le monde où se trouvent les différents documents, outils que propose l'URPS. Je souhaite la bienvenue à ceux qui arrivent. Alors, j'ai vu Jean-Marc tout à l'heure. Je voulais lui demander s'il avait eu des nouvelles concernant la présence éventuelle de l'assurance maladie. Steve, je ne sais pas si toi, tu as des infos, ou Olivier ou Marie-Claude. Pas de mon côté, non. Non, ok. Bah, je sais que Jean-Marc les a conviés, mais on n'a pas eu de retour sur le fait qu'ils interviendraient ou non. On les a invités hein, lors de notre dernière réunion avec eux. Ils nous ont pas confirmé leur présence. Donc après, je ne sais pas s'ils seront là. D'accord. On verra. Tu les as rappelés, Jean-Marc? Jean-Marc Non? les a rappelés, ouais, oui. Rappelés? Ben, je sais Oui, pas, oui, j'ai pas eu de retour. bon. Bon, je peux toujours essayer d'appeler Madame Bride, Oui, enfin, pour voir. Marie-Claude, ça ne changera pas grand-chose qu'elle soit là ou pas. Je veux dire, c'était juste si jamais ils souhaitaient intervenir, tu vois, pour donner des éléments, mais ils vont pas nous amener des solutions ou des éclairages supplémentaires de toute façon, quoi. En fait, c'était juste une réunion d'information pour eux, en Oui, fait. oui, Mm. oui, 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 oui. Ça leur permettait de voir Ok. ce qu'on faisait, mais on leur a fait un courrier où on a tout rappelé, donc normalement ils sont bien au fait. Ok, Steve, je me place sous ta tutelle, puisque c'est toi qui es chef de projet. Tu me donnes le top départ quand tu veux qu'on se lance. Est-ce qu'ils sont déjà connectés? Qui c'est qui est déjà connecté? Alors là, moi, On je est suis dizaine, là, pour le mais, moment. Hein? mais on n'est pas très nombreux. Hein. On est une dizaine seulement pour l'instant, donc je ne sais pas si tu vas encore attendre 2, 3 minutes. Je souhaite la Ouais, bienvenue à ceux on qui attend sont 5 minutes. présents. On attend 5 minutes, au moins pour avoir peut-être quelques personnes Ok. supplémentaires. Oh, zut. Tu as fait un rappel sur le groupe? Ouais, on a fait plusieurs rappels, Marie-Claude. Oui, oui, on a pas mal relancé. Il y a une personne en plus qui vient de se connecter. Ok. Bon, après, au pire du pire, Steve, si on démarre, les autres pourront de toute façon regarder le replay Ils vont... Ouais, c'est ça. sur le site de l'URPS. Exact. Ouais, Xylocaine, c'était la. On a déjà changé ça. Non, c'est livré. Écoute, là, c'est juste. Voilà, ça c'est bon. Ok. Steve, on y va? Je te laisse introduire le sujet. Alors, je n'ai pas de nouvelles du principal intéressé. Peut-être été déconnecté. Ok. Alors, Steve. Je pense qu'il est déconnecté. Je suis là. Je le J'arrivais pas à vois pas. accéder à mon écran. Ok. Il est là. On y go. On est go. Bien, bonjour à tous. Donc, on se voit aujourd'hui là pour ce webinaire au sujet du projet ONCO, projet de réseau ville-hôpital qui s'appuie sur les entretiens conventionnels et qu'on a développé en partenariat, notamment avec le 3C, qui est un organisme de coordination en cancérologie dont s'occupe le docteur Bourri, Véronique Bourri. Donc en fait, à l'initiative de ce projet, c'est bien le docteur Bourri qui est venu nous voir comment dirais-je, en nous parlant de cette problématique euh,
des chimiothérapies orales délivrées en ville. La problématique était simple, hein. Ils avaient tout un tas de patients qui se retrouvaient en ville avec ces traitements et ils avaient un manque de suivi, une problématique sur l'observance. Je pense, Frédéric, tu peux passer la diapo suivante. D'accord. Tu prends pas la main du coup pour le Ah, pilotage? pardon, c'est moi qui ai la main. Ok, Non, super. mais si tu veux, je prends la main, oui. Ouais. Tu Donc, arrives? on a été approché pour essayer de trouver une solution pour améliorer cette situation. Euh, euh, Je crois que le docteur Boris fait un appel vidéo. Oui, Je je sais pense pas qu'elle oui, si vient tu de c'est se veux. ça. connecter. J'envoie le Je lien. pense. Elle essaye de nous appeler en même temps sur le Oui, mais je lui réseau. envoie le Alors, lien. Je attendez, pense qu'elle attendez, attendez, elle attendez. sait pas. Et cherche le lien peut-être. Oui, je pense que c'est ça. Steve, continue, je m'en occupe. Ouais, ok, ça marche. Donc, l'idée principale, hein, les objectifs tels que décrits sur cette diapo, c'est l'amélioration de l'observance des patients sous chimiothérapie orale, évidemment, développer la compréhension des traitements de la part des patients et aider les patients à mieux appréhender les conséquences de la maladie et du traitement, en particulier la gestion des effets secondaires. Puisque vous l'aurez compris, hein, c'est ça le cœur du projet, c'est comment on fait pour améliorer l'observance, donc la réussite des traitements, donc aussi la prise en charge d'un certain nombre de problématiques qui en découlent, telles que les effets secondaires. On a aussi, je dirais, dans un deuxième aspect, le développement de la communication entre la ville et l'hôpital, et en particulier entre le médecin oncologue prescripteur et les pharmaciens qui seront amenés à faire les entretiens et qui pourront faire remonter ces informations aux prescripteurs. Troisième objectif sous-jacent, évidemment, c'est aussi, euh, entre guillemets, faire gagner du temps médical, notamment aux prescripteurs en oncologie, euh, car on considère que si on réussit à améliorer le suivi des patients, si on réussit en ville et en particulier à l'officine à prendre en charge un certain nombre de problématiques qui n'ont pas besoin d'être prises en charge par le médecin oncologue directement, eh bien, on va faire gagner du temps aux médecins et on sera plus efficace dans la prise en charge. Évidemment, ce projet, on le base très clairement sur les nouvelles missions du pharmacien, avec le dispositif des entretiens en oncologie qui sont soutenus par l'assurance maladie. L'accompagnement conventionnel, vous le connaissez maintenant, il s'agit d'entretiens en oncologie basés sur les traitements anticancéreux oraux au long cours et aussi d'autres catégories d'anticancéreux, les classes ATC, L01 et L02. Alors, on reverra cette partie-là. Je pense que c'est Olivier Berry qui vous parlera plus précisément des entretiens et de la manière dont c'est développé euh, dans le schéma conventionnel. Au début de notre réflexion, on a tout de suite identifié qu'il fallait qu'on soit efficace. Et quand on dit efficace, on veut dire simple. De la simplicité dans le mode opératoire pour atteindre une efficacité. Parce qu'on savait très bien que si on mettait en place quelque chose de trop compliqué, les médecins ne nous suivraient pas, les pharmaciens non plus, parce qu'on n'a pas non plus le temps de mettre en place des dispositifs beaucoup trop compliqués. Donc, on s'appuie sur quelque chose de fonctionnel, de simple, et on s'appuie aussi sur les éléments qui existent déjà, notamment les outils développés par la science maladie. La première étape, telle que décrit là dans le schéma que vous voyez sur la diapo, c'est la consultation de mise en place du traitement chez le médecin oncologue. Celui-ci va, à ce moment-là, orienter le patient vers l'accompagnement officinal. Et c'est ça tout le sens de notre projet, c'est ça tout l'intérêt de notre projet, c'est que le médecin oncologue et éventuellement d'autres types de prescripteurs, hein, par exemple certains spécialistes en urologie ou en gynécologie ou des spécialités comme ça qui seront amenés parfois à prescrire de l'oncologie, eh bien, ce seront eux les prescripteurs, ce sont eux les facilitateurs, on va dire, ou les initiateurs de l'accompagnement officinal. Ensuite, évidemment, le patient va en officine pour aller récupérer son traitement. Il se voit proposer l'accompagnement de la part du pharmacien. Et puis ensuite, le pharmacien
en dernière étape, va faire la remontée des informations qu'il a recueillies lors de l'entretien, soit enfin, de toutes les façons par l'intermédiaire du DMP, et éventuellement couplé, enfin en tout cas on le recommande dans les premiers temps, couplé à un envoi par messagerie de sécurité au médecin directement. Je vous le disais, l'orientation par le médecin prescripteur est la spécificité de notre projet. Et si vous voulez, c'est par ce dispositif qu'on espère motiver l'ensemble des confrères à s'orienter et à pouvoir proposer ce dispositif aux patients. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans la description, hein, mais voilà. Le docteur Bourri prendra le relais pour vous expliquer un peu comment ça va se passer au niveau des médecins pour diffuser l'information. Ce qu'on peut peut-être dire On au a un pire, groupe de pilotage qui va s'occuper pardon. On a un Oui. groupe de pilotage qui va s'occuper de ce projet et qui va coordonner les choses, donc dont je fais partie. J'ai été désigné par le bureau de l'URPS pour m'occuper de ça avec le docteur Bourri. Évidemment, le bureau de l'URPS avec Olivier Berry, Marie-Claude et Jean-Marc sont aussi impliqués et peuvent intervenir et répondre à toutes vos questions si vous en avez besoin. On peut rajouter quand même l'appui de l'ARS aussi, et donc le Oui. fait que le projet est Évidemment, c'est un corroboré, projet validé par c'est la un projet CPAM. qui est soutenu par la CPAM parce qu'il intègre les nouvelles missions du pharmacien et les entretiens conventionnels. Je ne sais pas, certains d'entre vous ont dû voir passer la CPAM les mois derniers pour essayer de dynamiser un petit peu ce dispositif. Donc, évidemment, la CPAM voit d'un bon œil notre projet. L'ARS aussi est dans la boucle et à ce stade soutient la démarche. Alors, simplicité aussi au niveau de l'adhésion des professionnels de santé au dispositif. Premièrement, les médecins, ils adhèrent librement au dispositif, c'est-à-dire que eux n'ont pas besoin forcément de s'enregistrer. C'est le fait de prescrire et de déployer le courrier d'adressage qui fera le fait qu'il soit intégré dans le dispositif. Les pharmaciens, eux, ont un formulaire accessible sur le site de l'URPS à remplir, et ce formulaire, simplement rédigé, pourra leur permettre d'être dans la liste des pharmacies participant au dispositif. Les prérequis pour intégrer le dispositif sont simples. Il s'agit de disposer d'une messagerie de sécurité, ceci pour accéder au DMP et pouvoir envoyer les comptes rendus au médecin. Il faut avoir une formation validante DPC, conforme au cahier des charges, alors soit sur le sujet plus précisément de l'oncologie, soit sur les entretiens, soit des DU aussi qui permettent de pouvoir réaliser les entretiens. Et puis ensuite, on a l'inscription qui se fait par l'intermédiaire du site urpspharmacien97.fr. L'URPS Guadeloupe va constituer une base de données référençant les pharmacies qui ont adhéré au projet, et cette base de données sera accessible aux professionnels de santé prescripteurs, mais aussi aux patients. Et cette base de données, elle sera évolutive, évidemment, puisque le pharmacien peut décider de ne pas y adhérer dans un premier temps, et puis changer d'avis et y adhérer 2, 3 mois après, parce que il a les ressources qui lui permettent d'y aller, ou il a fait la formation, ou il s'y intéresse et il souhaite y aller. Et à l'inverse, le pharmacien qui souhaite, comment dirais-je, désadhérer pourra aussi le faire. La formation, je passe rapidement là-dessus, hein, c'est une formation DPC qui doit s'étaler sur une journée. Et cette formation permet d'avoir un minimum de connaissances, soit alors sur les techniques des entretiens en particulier, ou bien plus spécifiquement sur l'oncologie.
Ok, merci Steve donc pour cette première partie. Avant de se lancer dans la deuxième phase sur l'orientation de la délégation par le médecin de manière plus concrète, et là, je ne sais pas si elle a pu se connecter, mais du coup, je donnerai la main au docteur Bourri si elle a pu nous rejoindre. Je ne sais pas si elle est connectée. J'ai pas. Oui, elle est là. Si, je la vois, ça y est. Ok, oui, ben, bienvenue Véronique. Oui, donc avant de vous donner la main, juste un petit résumé quand même sur les deux, trois grandes idées forces que Steve a donné dans cette première partie qui sont assez importantes. Donc l'énorme différence qu'on a sur le projet tel qu'il est conduit aujourd'hui sur la Guadeloupe, c'est vraiment l'inclusion du patient par le médecin. C'est totalement différent de ce qui se passait jusqu'à présent et de ce qui se passe en métropole, où chaque pharmacien a la responsabilité de sensibiliser, de recruter en fait, d'inclure dans un dispositif de suivi son patient. Il peut toujours le faire, évidemment, rien ne lui interdit, mais la grande différence, c'est que les médecins sont désormais au fait de ce que peut proposer l'officine et ont pour mission d'orienter vers la pharmacie la plus proche du patient pratiquant cette démarche-là de suivi et d'accompagnement, le patient. La deuxième composante, qui est étroitement liée à la première, c'est ce que disait Steve, c'est cette fameuse base de données disponible pour les médecins et pour les patients sur le site de l'URPS afin d'identifier justement quels sont les pharmaciens qui pratiquent ce suivi. D'où l'importance fondamentale qu'un maximum de pharmaciens s'inscrivent sur cet espace puisque ce sera discriminant. Ceux qui ne se sont pas inscrits, qui ne se sont pas déclarés effectivement pratiquant ce suivi d'accompagnement des patients anticancéreux par voie orale, ne seront pas répertoriés et donc, effectivement, ne seront pas ciblés par les patients ou par les médecins. Il y a une deuxième chose qui est essentielle, au-delà du fait que chaque officine a évidemment comme enjeu de pouvoir pratiquer demain ces entretiens et d'être reconnu comme les pratiquants par les patients ou par les médecins, c'est aussi, si vous voulez, la capacité de la profession à répondre présent face à un engagement qu'on a pris vis-à-vis de l'ARS, vis-à-vis de l'assurance maladie et évidemment vis-à-vis des médecins. Donc plus il y aura de pharmaciens inscrits dans le dispositif, plus on disposera évidemment d'un tissu efficace et fort pour assurer cette prise en charge des patients suite à l'orientation par les médecins. Voilà, donc docteur Bourri, je vous propose de prendre la main pour expliquer un petit peu la manière dont va se dérouler l'orientation et la délégation par le médecin et peut-être en introduction un petit retour sur la position de vos confrères concernant le fait que, oui, effectivement, aujourd'hui, ils sont prêts à orienter les patients vers les officines pour un appui complémentaire afin d'optimiser la compréhension des traitements afin de répondre à un certain nombre de questions qui peuvent surgir suite à la mise en place d'un nouveau traitement, etc., etc. Est-ce que ça va? Je ne sais pas si vous avez du son, moi, si vous pouvez prendre. Alors, a priori, oui. Je Je, pense, oui, je je vous pense laisse. que oui. On J'espère vous entend. que Absolument. tout le monde m'entend. Ok. Je vous laisse En donc fait, intervenir. Oui. il faut savoir que la Guadeloupe, ça n'a échappé à personne. La population d'oncologues est très restreinte. Et donc, ce dispositif vient à point nommé pour permettre à mes collègues de répondre aux sollicitations, en fait, puisqu'il faut savoir qu'on est sur un territoire où il y a moins de 0,5 équivalent temps plein d'oncologues, alors que dans l'Hexagone, ils sont en moyenne 2. Donc, il y a énormément de sollicitations des médecins dans le cadre de leur journée pour les patients qui prennent des chimiothérapies orales et d'avoir un relais sur le territoire, sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe et des îles du Nord, des pharmaciens impliqués dans ce dispositif pourra aider beaucoup les patients. Donc, le principe de l'inclusion des patients dans... Ah, je croyais que c'était l'autre Ah diapositive. pardon. Attendez, je Le reviens en schéma. arrière. Excusez-moi. Non, non, mais c'est Ah, vrai, vous avez raison. Hmm. voilà. Donc, en fait, le principe sera que le médecin prescripteur de la chimiothérapie orale proposera à son patient en consultation ce dispositif qui nécessitera bien évidemment l'accord du patient sur lequel rien ne peut se faire. Et donc, une fois que cet accord sera obtenu,
le praticien remettra une brochure d'information sur l'ensemble de ce dispositif et aussi une lettre d'information type, une lettre d'adressage au pharmacien signée du praticien, ceci sans discriminer aucune pharmacie. Il ne s'agit pas pour le médecin de choisir la pharmacie, c'est bien évidemment le patient qui choisira la pharmacie de son choix, mais l'accompagnement de l'officine peut être utile. J'ai une formation. Excusez-moi. Oui. Donc, le suivi, donc, à ce moment-là, selon ce qui a été annoncé plus haut, par des consultations, des entretiens de suivi, ayant chacun des objectifs particuliers et avec remise d'informations par le pharmacien. Donc, tout cette inclusion, ce dispositif vient en soutien de ce que les praticiens font déjà, mais il est évident que dans des prescriptions de chimiothérapie orale telles que, je pense à l'Imbruvica, où le patient est vu 2 fois par an pratiquement en consultation par le médecin, ce sera d'un soutien énorme pour le patient d'avoir une ressource à proximité. Ok, on va peut-être aller voir les 2 documents que le médecin Voilà. va Donc, remettre au patient. le courrier type est destiné aux pharmaciens adhérents au dispositif. C'est un courrier donc, qui va permettre de légitimer la démarche du patient auprès du pharmacien adhérent au dispositif. Donc, il sera signé du médecin et ce courrier sera remis à l'officine, au pharmacien selon le choix du patient. En même temps, donc, seront remis aux patients cette brochure d'accompagnement par le pharmacien qui expliquera la démarche et permettra de connaître la liste des officines adhérentes au dispositif et selon ma mémoire par un QR code, puisque cette liste sera mise à jour au fur et à mesure des mois qui passent. Tout à fait. Merci Véronique pour cette deuxième partie. Donc, on a vu comment le médecin orientait le patient vers la pharmacie. Donc, je tiens à préciser que là aussi, par rapport à la démarche habituelle, conventionnelle qui existait jusqu'à présent et qui existe au niveau national, la grande différence, c'est que le pharmacien, déjà, il est sensibilisé sur le rôle que peut jouer le pharmacien par son médecin. Ce qui peut, dans certains cas de figure, lever des inquiétudes ou des résistances de certains patients qui comprennent pas toujours quel peut être le rôle du pharmacien dans cette démarche de suivi et qui parfois ont tendance à alors refuser ou à être un peu hésitants par rapport à une sollicitation du pharmacien parce qu'ils n'ont pas eu l'information du médecin au préalable et qui se réfèrent naturellement, effectivement, dans beaucoup de cas de figure, en priorité au médecin. Donc là, on change la donne parce que le patient reçoit l'information en amont. Donc en plus, évidemment, d'être orienté par le médecin, il comprend beaucoup mieux déjà d'entrée de jeu le rôle, effectivement, du pharmacien dans cette démarche de suivi. Et le courrier d'adressage dont parlait Véronique à l'instant, en fait, il ressemble en tout point à un courrier d'adressage classique que font la plupart des médecins pour orienter le patient, par exemple, vers un médecin spécialiste ou ce genre de choses. Donc, ça permet aussi, si vous voulez, de retrouver un code, un réflexe que le patient connaît peut-être déjà par ailleurs. Ok, je vais laisser la main à Olivier pour parler un petit peu de la mise en œuvre opérationnelle à l'officine et de voir un petit peu comment l'officine peut se préparer et fonctionner dans la mise en place de ces entretiens de suivi des patients sous anticancéreux par voie orale. Olivier, je ne sais pas si ton micro est allumé, si tu peux prendre la parole. Oui, Oui. oui, bonjour à toutes et tous. Merci Frédéric. Oui, donc en fait, les entretiens à l'officine, ça va se passer par étapes. Il y aura la première année 3 entretiens. Un premier entretien d'évaluation que je vais vous décliner un petit peu plus tard. Et puis 2 autres entretiens thématiques. Le premier, donc, d'évaluation qui va en fait permettre aux patients de bien comprendre, maîtriser l'objet et le mode de fonctionnement de son traitement.
valider aussi son adhésion définitive au process. Le deuxième entretien thématique, lui, tablera plus sur sa vie avec son traitement et les effets secondaires et indésirables qui sont rattachés. Et puis le dernier entretien qui sera surtout axé sur l'observance plutôt du traitement et la façon dont le patient euh, observe justement le traitement et prend tout ça. Tu as déjà quasiment tout dit, Olivier, mais si tu veux rajouter quelques précisions sur les trois entretiens, éventuellement, Oui, la non, durée, par oui, exemple. préciser par exemple que, en fait, sur le premier entretien, comme je vous disais, avant même de voir votre patient, il sera important de prendre un petit moment quand vous avez pris votre rendez-vous, parce que c'est vrai que les entretiens en co, à l'opposé de certains autres entretiens que l'on peut faire sans rendez-vous, je pense que ceux-là sont à préparer un petit peu en amont. Et pourquoi? Parce que les molécules parfois sont un peu complexes, on n'a pas l'habitude de les manipuler et surtout d'en maîtriser tous les contours. Donc, il est bon de les préparer. Et justement, la première étape, ça va être peut-être dans les jours avant ou même un quart d'heure avant votre rendez-vous, faire le point sur le traitement que prend votre patient et vérifier déjà les éventuelles interactions avec les traitements en cours. Ça permettra de préparer aussi ce premier entretien initial qui va durer 15 à 30 minutes dans lequel vous allez recueillir en fait la plupart des informations générales de votre patient que vous avez normalement déjà, si c'est un patient habituel, et surtout son ressenti par rapport à son traitement. Est-ce qu'il a accepté? Est-ce qu'il a bien saisi le pourquoi du comment? Et voilà. Donc les questions, on a préparé dans une autre slide, on vous montrera cela, des fiches justement de suivi d'entretien qui sont bien faites par votre RPS, mais qui existent aussi sur d'autres sites, hein, sur Amélie et autres, qui vont vous permettre en fait de cadrer un petit peu ces entretiens et de suivre un peu le protocole qui conventionnellement a déjà été préétabli. Et Donc, surtout, Olivier, on peut peut-être préciser qu'on a également monté un partenariat avec l'Omédie de Bretagne. Et vous verrez que via le site URPS, Olivier parlait de préparer les un lien. entretiens tout à l'heure. Vous allez trouver en Mm. fait toutes les fiches récap sur les différentes molécules qui sont destinées soit aux professionnels, soit aux patients. C'est-à-dire, il y a à chaque fois les deux versions. Ça vous permet d'avoir en fait la matière pour vous muscler un petit peu sur la molécule avant d'en discuter avec le patient. Et ça vous permet aussi d'avoir des éléments soit à transmettre en direct au patient qui sont compréhensibles, qui sont à sa portée, soit carrément un document que vous pouvez imprimer et lui remettre par rapport à ces molécules. On en parlera tout à l'heure, je vous montrerai sur le site URPS. Excuse-moi Olivier, je t'ai interrompu. Je t'en prie, je t'en prie. Les fiches au Médite, effectivement, sont bien plus, on va dire, manipulables que certaines fiches que l'on a sur Amélie Pro, qui sont aussi bien, mais c'est vrai que l'Omédite a quand même bien travaillé sur l'utilisation fonctionnelle et pour le patient et pour vous, professionnels. Ok. Donc, et je vous conseille donc d'imprimer tout ça et de remettre à chacun sa fiche. Donc, dans le détail, la deuxième, je reviens juste rapidement sur Pardon. l'intérêt Excuse-moi Olivier. oui, Oui. de l'entretien. Le deuxième entretien qui, lui, va par contre appuyer sur les effets secondaires et tout ce que vous pourrez extraire de l'interaction que vous aurez avec votre patient et un peu trouver les meilleurs biais pour lui améliorer sa vie au quotidien. Et donc, tout l'intérêt de cet entretien finalement. Et aussi, en dernier entretien, la qualité de l'observance de votre patient, parce que vous le savez bien, sur ce genre de traitement, on n'a pas le droit à l'erreur sur l'observance. Donc, bien faire comprendre sur cet entretien-là tout l'intérêt de l'observance du traitement. Et Marie-Claude voulait intervenir peut-être. Je vois qu'elle a. Alors, soit elle a levé la main par mégarde, soit elle veut intervenir. Alors, du coup, j'attends deux Où minutes. sont? Marie-Claude, tu Oui, voulais bonjour rajouter tout le quelque chose? Oui. monde. Oui, oui, je voulais juste rajouter, juste un petit rajout, parce que le confrère peut penser que c'est un peu lourd. Entre le premier, ce qu'a présenté Steve, et par rapport aux détails de
de l'entretien, il y a plusieurs phases de ce qu'a dit la première année euh, Olivier. Il faut essayer de cadencer M0, M1, M2. M0, c'est-à-dire c'est l'entretien initial. L'entretien initial, je reçois euh, de l'hôpital, du médecin, que j'aurai un patient, mon patient qui rentre dans cette démarche. Donc, en M0, donc je commande le médicament, je prépare et à ce moment-là, je l'appelle et entre-temps, j'ai déjà préparé. Donc, Hmm. quand je dis M0, c'est le premier mois. Hmm. Et dans la première année, on a 3 entretiens. Donc, le deuxième entretien peut être fait quand il revient et là, on lui demande, tiens, comment ça se passe? Est-ce que l'entourage, parce que des fois aussi, c'est pas facile, hein? Vous êtes chez vous, sur votre table, il y a personne d'autre autour de vous, très sincèrement. Ça peut être compliqué. Donc, il faut poser ces questions-là parce que ça peut être un frein au fait de pouvoir prendre les médicaments correctement. Et l'observance, la troisième fois, quand il revient pour le troisième mois, quand il revient, il prend son renouvellement. Et là, on lui parle de l'observance. Comme ça, la première année, sous 3 mois, on a réalisé la, le premier entretien de année 1. C'est Oui. juste ce que je voulais un petit peu par expérience et par rapport à ce que j'ai fait les années passées, porter cette petite précision aux confrères. Tu as raison, Marie-Claude, hein, de préciser que c'est pas forcément aussi difficile que ce que beaucoup imaginent. Et d'autant, là, je parle en présence de Véronique, le docteur Bourri, c'est que très souvent, le patient, il a déjà besoin d'éléments assez simples, hein. Comprendre la posologie de son traitement, pouvoir en rediscuter un tout petit peu, parce que c'est allé assez vite chez l'oncologue et on ne demande pas forcément d'être capable de comprendre toutes les subtilités du traitement dans les moindres détails pour pouvoir faire un entretien. Non, non, pas du tout, hein. Le patient a besoin de savoir comment je prends le médicament. Avant manger, après manger, est-ce que je peux aller au soleil? Est-ce que je peux boire de l'eau? Combien d'eau? Est-ce que je peux manger ça avec? C'est des questions très simples. Et aussi, C'est je tout voulais l'intérêt des préciser, fiches au médit si le d'ailleurs. pharmacien, si le patient n'a pas, bon, ça peut arriver, si le patient cite son pharmacien, le pharmacien n'est pas encore, ne s'est pas manifesté, il faut pas changer de pharmacie. Il faut simplement que le médecin qui est en contact avec le patient contacte le pharmacien et le pharmacien va s'inscrire sur le site. Mais il faut dire aussi que ce n'est pas forcément une obligation. On peut faire aussi les entretiens sans s'être inscrit. Mais c'est Hmm. mieux pour nous d'avoir ces remontées et de pouvoir aussi maîtriser la chaîne. C'est aussi une forme de maîtriser la sortie hospitalière. Ça, on se bat, et Olivier est le premier en avant sur ça. On se bat pour que le pharmacien puisse maîtriser cette sortie hospitalière qui nous échappe. Et là, c'est vraiment une façon de rentrer. Et là, dès qu'on trouve la brèche pour rentrer, ben, nous y sommes. Il y aura les entretiens oncologiques et puis il y aura d'autres choses. Ok. Merci Marie-Claude pour ces précisions-là. Olivier, tu veux encore rajouter deux, trois mots Oui, sur l'année 2 ah, peut-être? rapidement, oui, sur aussi le détail, parce que vous allez, vous, professionnels, avoir besoin du concret. Les molécules qui sont intéressées donc, par ces entretiens, vous aurez en fait aussi une adaptation à avoir sur les années suivantes. Ça sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus court, aussi moins rémunéré, vous le verrez dans le détail plus tard. Mais les années suivantes, en fait, vous allez juste faire un entretien essentiellement d'observance et de s'assurer que pour les effets indésirables, ça passe bien. Et vous devrez vous adapter aussi au temps avec le type de molécule. Par exemple, pour les traitements au long cours, que vous connaissez, hein, les méthotrexate, bicalutamide et autres, et toute l'hormonothérapie, ça va aller assez vite. Donc ça, pareil, vous n'êtes pas obligé de prendre des rendez-vous. C'est un peu pour vous libérer de cette pression des rendez-vous et qui est assez chronophage. Vous pourrez le faire assez rapidement et de façon assez systématique au comptoir. Slide suivante. Donc, rapidement pour la traçabilité, tout l'intérêt, Steve l'a précisé aussi au début, il faut qu'on ait une interprofessionnalité qui soit mise en place déjà avec ces entretiens en cours. La traçabilité, on enregistre son entretien via le DMP du patient et on envoie via la messagerie sécurisée au spécialiste à celui qui a prescrit
le compte-rendu des entretiens. Ça, c'est tout l'intérêt de la démarche. Euh, et au préalable, on aura pris l'accord du patient. Vous avez des fiches qu'on vous a faites qui est assez simple. Il y a juste une signature qui un peu synthétise ce que la Amélie Pro vous propose, qui est le certificat d'adhésion du patient à la démarche. J'avoue que cette fiche-là est un peu plus simple parce que vous relisez rapidement, vous mettez nom et signature et au moins le patient part avec vous, vous archivez un exemplaire et vous êtes tranquille sur l'adhésion du patient. Et un petit rappel en Pardon, oui, dernier lieu. allez-y. Vous voulez rajouter quelque chose encore là-dessus ou... Non, 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 sur la slide suivante, les trois supports qu'on vous propose, comme je vous disais en amont, sur chacun des entretiens. Vous avez une slide à chaque fois, vous n'avez qu'à suivre les, euh, les alinéas et les recommandations. Bien sûr, vous savez très bien qu'avec vos patients, ça va discutailler et c'est tout l'intérêt de la chose. Donc, prévoyez effectivement sur certains patients un petit peu plus de temps, mais pour d'autres, vous verrez que ça ira assez vite. Donc, ces trois supports seront disponibles sur le site Oui, je que ferai la Frédéric a dit présentation tout à l'heure, tout à Olivier. l'heure. L'enregistrement, je vous disais, des documents est très important à mettre dans le DMP. Alors, je sais que l'utilisation du DMP nous avait été promis en direct dans les LGO. On n'est toujours pas dans les clous, mais on espère qu'en 2025, ça sera fait. Mais vous pourrez rentrer dans le DMP du patient, soit avec votre CPS, soit avec votre ICPS, et l'accord du patient pour y télécharger tous les comptes rendus qui seront donc du coup visibles par tout professionnel qui auront accès au DMP du patient. Avant de donner la main à Marie-Claude qui voulait encore intervenir, juste deux petites précisions. Donc en fait, le DMP aujourd'hui ne fonctionne pas de manière idéale dans les logiciels, mais il est accessible déjà simplement via le portail du DMP qu'on trouve sur Google. Ouais. Et n'importe qui, avec sa CPS ou avec sa ICPS, peut, en tapant le numéro d'assurance maladie d'un patient, le retrouver et aller dans son DMP et ajouter un document. Donc, même si les logiciels ne sont pas encore à niveau, comme le disait justement Olivier, et que tout n'est pas encore très très fluide, on a déjà, d'un point de vue opérationnel, la possibilité quand même de le faire pour n'importe quel pharmacien au jour d'aujourd'hui. Je me permets juste donc du coup de redonner la main à Marie-Claude qui voulait intervenir sur ce point-là. Oui, Marie-Claude? Alors, je voulais juste porter une précision que dans les nouveaux logiciels, suite à la mise à jour, on a accès directement, que ce soit avec la vaccination, pour pouvoir mettre les documents sur le DMP du patient. Mais pour cela, il faut renseigner le DP et renseigner l'identité numérique du patient. Donc ça, on Absolument. peut le faire. Donc, Euh, j'évite, Alors, c'est c'est vrai que c'est pour un pas des deux facile, logiciels. oui, Un hein? des deux logiciels, Marie-Claude, mais pas c'est LGPI. malheureusement un Comment? peu dépendant c'est dépendant des logiciels en fait, Oui. Marie-Claude. C'est-à-dire que En Sur un fait, les gens logiciel, qui oui. sont Winpharma peuvent le faire. Je ne sais pas pour les autres. Très bien oui, sûr de la alors pub, c'est Mais, pas Marie-Claude. Très partout bien. pareil, il y a comment? des différents, il y a vraiment des différences Pas entre les faire de la pub. logiciels. Sur LGPI, les fonctionnalités d'incrémentation automatique du DMP sont nettement moins développées que sur WinPharma et il y a des grandes différences. Par exemple, alors je ne sais pas si sur la Guadeloupe certains ont Pharmaland, mais en métropole, par exemple, Pharmaland intègre déjà absolument tout et les outils que je vous ai montrés tout à l'heure, les fiches de suivi peuvent être directement remplies dans le logiciel et directement intégrées au Et, DMP. Mais on va Frédéric, considérer que oui, pour juste ceux qui une ont, question. Frédéric, oui, euh, les fiches de Amélie Pro peuvent être remplies directement à partir du logiciel et on peut l'envoyer directement sur le DMP du patient. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai déjà fait l'expérience. oui, Pour ceux qui ont toujours pareil, Winpharma, quand on vaccine, on n'a plus besoin de données d'attestation, ça va directement sur abs- le DMP du patient. absolument. Donc, c'est Ça, c'est le déjà cas aussi sur opérationnel. LGPI. Mais par contre, C'est pour déjà l'onco, opérationnel, on peut le faire. Mais pour ceci l'onco, dit, c'est on peut aller pas le sur le cas. DMP avec sa ICPS. Oui, pour l'onco, pour LGPI, ça n'est pas possible encore. Donc, ceux qui ont LGPI ou qui ont d'autres logiciels, parce qu'il y a d'autres logiciels qui sont pas encore à niveau là-dessus, il y a la possibilité de passer en manuel. En tout cas, tout le monde dans l'absolu, si vous voulez, peut alimenter le DMP. C'est plus facile, effectivement, avec les dernières mises à jour des logiciels, comme le vient de le dire Marie-Claude, mais c'est possible pour n'importe quelle officine dès aujourd'hui, sans souci. Il y a une Euh, démarche supplémentaire, c'est tout. Mais donc voilà.
Donc l'idée, c'est que c'était aussi pour vous rassurer que ça, c'est pas complexe du tout. Il faut y aller et voilà. La démarche, le déploiement, donc pour vous rappeler quelques points principaux, l'ensemble de l'équipe doit être sensibilisé à la démarche. Et on n'en a pas encore parlé depuis le début du webinaire, mais je pense que c'est un point crucial. Vos équipes doivent être briefées à toutes les étapes de la démarche pour qu'elles comprennent bien ce que l'on fait avec les patients, l'objet des entretiens et le déroulé des entretiens, pour qu'ils puissent eux-mêmes recruter convenablement les, euh, les patients et puis aussi repérer les non-observances de traitement. Ça, vos employés le voient tous les jours et pas forcément vous, mais il y a certains patients qui décrochent de leur traitement souvent au long cours et c'est très bien de les former là-dessus pour qu'ils puissent repérer cela. Les pharmaciens aussi, donc en charge de la démarche, doivent être formés, on l'a dit tout à l'heure avec Steve. L'officine doit avoir un espace de confidentialité, ce qui est une obligation depuis quelques années maintenant. Les entretiens font l'objet d'un compte rendu, donc comme on l'a dit, systématique, donc il faudra envoyer. Et ces comptes rendus devront être aussi envoyés dans le DMP, comme on l'a précisé à l'instant. Le partage des données doit faire l'objet d'un accord du patient, référence au petit document que je vous ai montré tout à l'heure, qu'il faudra leur faire signer en amont. Et les comptes rendus donc, devront être archivés, le cas échéant, si vous avez un contrôle de la caisse pour euh, justifier les paiements des actes. Et l'officine donc, qui réalise la facturation le fera via les codes dédiés. Ils sont tous déjà, vous les avez vus enregistrés. Chez nous, c'est accompagnement avec les différents codes. Je ne pense pas que ce soit moi qui vous explique la codification. Je ne sais pas Oui, si on le alors fera on après. n'avait pas prévu de rentrer dans les détails de la codification, mais elle est Voilà. disponible sur un mémo dédié sur le Mais site c'est du RPS, disponible, ça. Voilà. sans souci. C'est Voilà. Marie-Claude Vous disponible voulait verrez sur rajouter quatre la quelque pages. chose? différenciation et faire le lien, pas faire l'écueil qui a déjà été fait, faire le Oui. lien entre la facturation que l'on peut avoir avec les traitements au long cours, hormonothérapie et les trois autres molécules des traitements au long cours, et, et la facturation des hormonothérapies, des thérapies onco-orales sur les classes en LT01 et 02. Ça, c'est très important parce que ce n'est pas du tout le même tarif. Ok. Mhm. Merci Olivier. Marie-Claude, tu voulais rajouter encore quelque chose? Non, je disais que pour la tarification, c'est bien codifié sur tous les LGO. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Ok. D'accord, très bien. Mais Si vous par permettez... contre, Oui, vas-y. la première fois, il y a deux lignes de tarification. Mais c'est bien expliqué sur le logiciel. Si vous me permettez, je vais vite fait, du coup, je remercie Olivier et Marie-Claude pour leurs interventions. Je vais vite fait juste vous remontrer en deux mots la page du site URPS dédié au projet oncologie, sur laquelle vous allez retrouver la plupart des choses dont on a parlé aujourd'hui et surtout les outils. Donc, vous allez trouver la liste des pharmacies adhérentes au dispositif. Donc là, ça c'est assez important parce que ce sont les pharmacies qui sont officiellement adhérentes au dispositif. Et cette base de données, c'est la base de données des officines qui sont aujourd'hui référencées chez les médecins. Donc, si pour une raison X ou Y, vous n'êtes pas sur cette liste-là, évidemment, il faut cliquer sur Je m'inscris, remplir le formulaire dans les plus brefs délais pour qu'on vous ajoute, évidemment, à cette liste-là. C'est assez simple, vous verrez, il y a deux, trois petites questions basiques. N'oubliez évidemment pas de mettre le nom de la pharmacie, ça c'est la base, hein, donc, et son adresse. Et après, voilà, le reste c'est du déclaratif, on vous demande pas vos diplômes ou quoi que ce soit. On fonctionne évidemment en toute transparence et en toute confiance. Il y aura une mise à jour prochaine du module d'inscription, mais il fonctionne tout à fait dès aujourd'hui. La seule différence qu'il y aura, c'est que dans la mise à jour, il y aura une mise à jour de la liste qui se fera de façon instantanée après votre inscription et elle sera contrôlée a posteriori, alors que là, ça passe d'abord par le gestionnaire du site URPS et il peut y avoir un petit délai de latence de 24-48 heures avant que la liste soit mise à jour.
L'inscription, c'est une chose, la formation, c'en est une autre. Là, vous allez retrouver le cahier des charges de la formation. Éventuellement, s'il y a des formations en cours sur l'île, on essaye de les référencer, mais on les a pas forcément toutes et toujours. Et vous avez 4 modules complémentaires de formation à visualiser, puisque lorsque vous suivez une formation pour l'entretien oncologie classique en pharmacie. Or, depuis le début, on est en train de vous dire, on a une spécificité guadeloupéenne, on a un projet qui diffère de ce qui est fait au national, et donc les 4 petits modules que vous avez là en bas vont vous apporter les compléments d'information pour la démarche locale. Ça correspond peu ou prou à ce qu'on a abordé ensemble jusqu'à présent, à ceci près que bah, c'est un petit peu plus détaillé et vous aurez surtout le temps de le revoir à plusieurs reprises à tête reposée si nécessaire. Troisième rubrique que vous avez, et celle-là, je vous invite vraiment à l'utiliser, c'est les outils à destination des pharmaciens. Donc vous allez retrouver en fait tous les documents qu'on a déjà montrés, visualisés jusqu'à présent dans ce webinaire. Et puis, vous allez aussi retrouver les fameux outils qui ont été développés en fait par l'Omedit. Donc là, vous allez trouver les fiches sans difficulté pour le patient et pour les professionnels. Il suffit de cliquer dessus et vous avez en fait, on a un partenariat avec l'Omédie de Bretagne et ça vous permet en fait de retrouver toutes les molécules avec la fiche praticien, la fiche patient et la fiche patient même en langue anglaise. Donc ça, je vais pas dire que c'est une mine d'or, mais c'est un outil très efficace, très bien conçu. Donc n'hésitez pas effectivement à l'utiliser, à le consulter. Et on vous a aussi mis en lien tous les outils officiels d'Amélie, mais comme le disait tout à l'heure Olivier, ils sont un petit peu moins travaillés que les sites Omédit. Donc sur le site URPS, vous avez vraiment l'entonnoir pour aller vers tous les outils disponibles et nécessaires. Et je finis avec éventuellement les outils médecins qui, eux, sont pour les médecins, mais vous pouvez aussi éventuellement regarder ce que les médecins donnent en termes d'information à leurs patients. Vous allez par exemple retrouver la fameuse brochure d'information aux patients. Donc vous savez effectivement avec quoi repart le patient lorsqu'il sort effectivement de chez le médecin. Là, vous la voyez, je suis désolé, il y a beaucoup de fenêtres qui se sont ouvertes par-dessus, mais vous voyez ce petit flyer qui explique tout, le rôle du pharmacien, etc., etc. Donc, là, c'est vraiment votre espace pour vous accompagner sur le projet local Guadeloupe. Donc ça, c'était pour la partie effectivement sur le site internet. Et je vais redonner la main cette fois-ci à Marie-Claude pour la dernière partie, puisque on souhaitait profiter aussi de cette journée pour faire un petit point sur la déclaration des fausses ordonnances. Alors ça peut être utile lorsqu'évidemment on traite des prescriptions en oncologie, mais pas que. On va dire que là, on est un petit peu dans le bonus du webinaire. Et Marie-Claude, je te laisse quelques instants pour parler de ça si tu veux bien. Oui, alors, ben, rebonjour, rebonsoir à tout le monde. Donc, on voulait faire cette petite aparté là sur Azafo. En fait, Azafo, c'est vraiment un site, un téléservice, hein, le nouveau téléservice pour les fausses ordonnances, euh, qui était déjà, dans un premier temps, déployé en Île-de-France et maintenant a été déployé sur l'ensemble du territoire, et ça via le Amélie Pro. Donc, pour y avoir accès, donc le pharmacien va sur son site Amélipo et recherche Azafo. Alors, pourquoi je tenais quand même à vous parler de ça? Parce que nous avons remarqué que, évidemment, les fausses ordonnances, ce n'est pas qu'en Île-de-France, mais c'est aussi en Guadeloupe. Non, mais Et j'avais quitté parce que j'arrive pas à poursuivre. alors, donc, depuis le 2 août, ce site, ce téléservice et la consultation est obligatoire pour le pharmacien et rentre même on va dire, le calcul de la ROS pour bon usage de médicaments. Donc, pourquoi je dis que pourquoi c'est devenu obligatoire? Parce que vous savez que quand vous délivrez un médicament de plus de 300 euros, vous avez l'obligation de vérifier que l'ordonnance est bien à jour, que l'ordonnance a été bien établie par un médecin et que c'est bien pour le patient qui est face à vous. Et dans ce cas-là, et tout le monde a reçu aussi, a reçu aussi cette circulaire
sur les fausses ordonnances pour des ordonnances de plus de 300 euros. Donc, si c'est valide, si le pharmacien pense que l'ordonnance, après vérification que l'ordonnance est valide, eh bien, on met le tampon ordonnance vérifiée. Si ce n'est pas le cas, on délivre juste un mois de traitement, une plaquette, et on met ordonnance en cours de validation. Ou si c'est une fausse ordonnance, là, il faut aller le signaler. Et le signaler, bon, on peut appeler le médecin aussi, mais on va surtout le signaler sur ce site ASAFO, et on ne remet pas l'ordonnance au patient. On écrit fausse ordonnance et normalement, on ne remet pas l'ordonnance au patient. Ça, c'est très important à le savoir. Donc, ce n'est pas que pour les médicaments de plus de 300 euros, c'est également valable si vous découvrez que c'est une fausse ordonnance pour également des médicaments qui ne sont pas qui sont à moins de 300 euros. Alors, Attends, comment vous faites? Marie-Claude, tu dis qu'on garde l'ordonnance? On doit garder l'ordonnance si l'ordonnance est fausse. Donc, il faut vraiment qu'on ait des vigiles là, en fait, parce qu'on va se faire Ah trucider. ben, je sais pas si on est des vigiles, mais au moins, il est le temps de noter sur le patient te redemande son ordonnance, mais il faut mettre et ordonnance fausse. Alors, Il faut mettre le tampon ou écrire dessus ordonnance fausse. si je peux me permettre, Marie-Claude, pour le signalement, on peut faire le signalement sans avoir l'original de l'ordonnance. Avec la copie de l'ordonnance, on peut Avec la déjà copie de faire le l'ordonnance signalement. qu'on en met, l'ordonnance Oui. qu'on en met. Et Mhm. ça, on Oui. va sur le site de Amélie Pro avec la CPS ou la ICPS. Et ça, c'est le pharmacien titulaire qui va au pharmacien adjoint, mais également les salariés peuvent avoir un accès. Ça, c'est très important. On peut donner un accès avec les cartes CPE CPE, aux tout à fait. salariés. Et là, normalement, la sécurité sociale dit qu'on doit y aller une fois par semaine. Mais la circulaire étant sortie le 2 août, pouvoir y aller une fois par semaine et faire 46 consultations, c'est un petit peu compliqué. Donc, normalement, il doit y avoir une nouvelle circulaire qui va sortir pour jusqu'à la fin de l'année et juste la consultation suffira. Mais je vous invite à le faire parce que dernièrement, on a une consoeur qui a été vraiment confrontée à ça. Et ça, c'était par rapport à l'Ozempic. Le signalement est relativement rapide et la consultation est relativement aisée. C'est-à-dire que pour signaler, ça prend pas trop de temps et pour aller rechercher éventuellement une ordonnance sur laquelle vous avez un doute, il y a un petit moteur de recherche, c'est pas trop compliqué. Bon, maintenant, évidemment, il n'est pas toujours avéré qu'une ordonnance falsifiée soit déjà répertoriée, même si elle a déjà circulé, parce que tous les confrères ont peut-être pas forcément fait la démarche. Mais justement, c'est une nouvelle fois, c'est un enjeu collectif. À partir du moment où chacun fait l'effort de déclarer, vous améliorez le système de surveillance et de contrôle. Surtout que la sécurité sociale demande d'aller sur ce site et si ça s'avère que l'ordonnance a été signalée et que vous n'avez pas consulté, vous risquez avoir un indu. On ne va pas vous payer. Oui, ça peut être Ça, il faut faire effectivement attention. un Voilà. facteur. Alors moi, j'ai vérifié sur la Guadeloupe, pour l'instant, il n'y avait pas de déclaration. Pourtant, on voit des ordonnances circuler. Bon, peut-être qu'aussi des circulaires qu'on a envoyées ne vous a pas parlé. C'est pour ça que je tenais à faire ce petit aparté euh, sur le webinaire. Mais il faudrait quand même y aller et puis le signaler. Mais ça ne nous empêche pas non plus d'appeler le médecin, hein. Attention, hein. Euh, je me permets, merci Marie-Claude. On fera un petit mémo de récap sur tout ça et sur aussi les autres moyens de se prémunir des falsifications d'ordonnances prochainement dans la foulée de ce webinaire. Je te remercie Marie-Claude. Comme on arrive un peu Merci. à la fin du temps prévu, je laisse juste à Jean-Marc le mot de la fin pour la conclusion et surtout les perspectives qui vont suivre en fait ce webinaire et le déclenchement de la démarche. Jean-Marc, c'est à toi pour conclure la séance. Bonjour à tous. OncoGuide, OncoLink et d'autres noms qui commencent par Onco. Il y a une multitude d'outils actuellement qui sont entre guillemets disponibles. Et la genèse de la démarche a été justement d'essayer de concentrer un fil conducteur qui soit assez facilement suivable. Simplement 3-4 points importants. C'est vraiment comme point de chute l'amélioration de l'observance du patient. En même temps, en le suivant de manière prépondérante, si je le disais tout à l'heure en préambule, de manière concomitante aux médecins
oncologues et surtout aussi aux médecins traitants, auxquels on peut évidemment faire une remontée et de viser la diminution au niveau de ces effets secondaires et des dysfonctionnements liés au traitement. En tout cas, ouvrir le dialogue a permis, autour de ces entretiens-là, de vraiment créer un lien avec le patient et puis de lui rendre une démarche vraiment utile. Alors, la présentation de la démarche, donc elle est importante. Il faudra la faire au niveau du planning de déploiement au niveau des médecins. Euh, Ensuite, elle a eu lieu déjà. Donc, la deuxième étape, c'est celle de la présentation de cette même démarche aux pharmaciens. C'est ce qu'on fait actuellement. Et du coup, il y a le lancement officiel qui suit. Il y aura une grande campagne qui va être faite de communication où les différents acteurs aussi institutionnels vont rentrer dans la boucle, que ça soit l'ARS, que ça soit aussi la sécurité sociale, hein, qui est conjointe à la démarche. Qu'on vous dise aussi, on en a parlé avec docteur Bourri, l'idée c'était de mettre des relais avec des supports qui soient numériques, mais surtout des supports papier, donc des dépliants, au niveau des cabinets des oncologues, qui soient en ambulatoire ou qui soient aussi en CH, et aussi au niveau des salles d'attente, de manière à ce qu'il y ait des relais. Voilà. Et alors là où ce sera vraiment important, ce sera de voir au bout de 12 mois l'atterrissage en faisant un bilan. Donc, une fois qu'on aura éprouvé ces 5 phases-là, on ira dans une phase, on va dire, un peu plus de vitesse de croisière, avec la mise en place d'un ensemble d'aides et de subventions, avec des fonds d'intervention régionaux et des fonds d'intervention d'origine ARS. Juste un dernier mot avant de clôturer. Le système, en quelques mots, hein, il est assez direct puisqu'il permet d'inclure le patient, mais aussi d'inclure le maximum de confrères qui voudraient entrer dans la démarche. Il est pratique et puis via la MSS, la messagerie de santé sécurisée, je sais pas si certains ont déjà essayé, mais en se connectant via l'ICPS à Melipo, en fait, c'est extrêmement facile de retrouver, de répertorier tous les médecins. Donc voilà, c'est un moyen supplémentaire de joindre le médecin, le cas échéant si vous avez à faire des remontées, en plus des voies usuelles. Donc qu'on s'en prive pas parce que au moins ça permet, si vous voulez, de tracer les choses avec beaucoup plus de facilité. Voilà, voilà. Merci à tous en tout cas. Je sais pas si il y Merci a une Jean-Marc. question supplémentaire, mais je voulais Merci. On remercier peut tout le monde peut-être faire un d'avoir petit tour été pour savoir s'il y a présent. des questions. Oui, exactement. Et de préciser qu'il y a un ensemble d'éléments qui vont être évolutifs au niveau du site de l'URPS qui sont déjà renseignés. Faut pas hésiter à y aller. S'il y a encore une fois une interaction qui peut être faite avec les différents membres du bureau ou avec moi-même sur des incompréhensions. Par exemple, j'avais des confrères plusieurs qui m'ont contacté en me disant, mais est-ce qu'on peut quand même rentrer dans le dispositif sans être formé? Oui, c'est quand même mieux d'être formé et l'idée c'était justement de vous prévoir 2 ou 3 outils de formation qui soient complètement adaptés à notre demande avec les particularités du territoire. Donc oui, il faut pas être inquiet sur le fait d'aujourd'hui pas être formé, mais demain de l'être via le dispositif. Voilà, voilà, on peut effectivement faire un tour de piste s'il y a des questions. Et j'ai la pharmacie de Bourg-Brillantais qui pose une question. Je ne sais pas si c'est OK pour son micro. Je vais juste vérifier. Je suis en train de la chercher désespérément. Je vais juste. Voilà, attendez, pardon. Je vais recouper le son sans faire exprès. On a dû cliquer en même temps. Si vous pouvez juste réactiver le son. Voilà, ça y est. Normalement, on devrait vous entendre. On vous écoute. Alors, votre micro est activé, mais pour une raison que j'ignore, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si éventuellement vous pouvez sinon taper la question dans le chat en fait en bas. Alors, j'essaye de donner la main, mais pour une raison que j'ignore, ça ne passe pas. Ah, ça y est, on a la question. Bonjour. Oui, vous avez effectivement un problème de micro, donc vous nous le confirmez. Je vous laisse taper la question. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question peut-être entre-temps. Dites-moi.
Alors, on avait la pharmacie de Bourg-Bouillantais, toujours, on attend sa question. Je ne sais pas si du coup elle a pu l'envoyer. Si quelqu'un d'autre a éventuellement une question, on est disponible. Sinon, si c'est clair pour tout le monde, on va juste attendre 2 minutes pour Une la. petite Ah. question. Oui, alors, allez-y, allez-y. Madame Lefort, pharmacie de La Rosière. Oui, Juste, en fait, c'est la même chose. C'est le même processus que pour les entretiens en co qu'on a déjà commencé à faire pour plus ou moins. Mais c'est juste, absolument. en fait, pour avoir une traçabilité avec le médecin cancérologue. C'est vraiment pour avoir un protocole vraiment bien défini. C'est bien Alors, ça. il y a deux principales différences en amont et en aval. La première différence, c'est que le médecin vous adresse le patient, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Et pour qu'il puisse vous adresser le patient, une nouvelle fois, il faut être référencé dans la liste des pharmacies pratiquantes au niveau de l'URPS. Et en aval, vous engagez à faire remonter l'information vers le médecin qui vous a adressé le patient. C'est-à-dire, vous faites un retour sur ce qui a eu lieu dans les entretiens au médecin qui vous a adressé le patient. Pour résumer de manière extrêmement rapide la démarche, les deux principales différences, c'est celle-ci. Super, merci beaucoup. OK. Et à Bourg-Bouillantais, je suis étudiant en 6e année d'officine et avec Monsieur Ténon, nous souhaitons mettre en place cette nouvelle mission dans son officine. Est-ce que je peux suivre la formation en tant qu'étudiant? Oui, il n'y a rien qui vous interdit de suivre cette formation en tant qu'étudiant de 6e année. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait encore une autre question. Non. Alors, si c'est bon pour tout le monde, je vais déclarer ce nouveau webinaire clos. Euh, Frédéric, si tu m'autorises, j'ai bien juste une sûr, mais question en absolument. message privé d'un confrère qui Oui. demande si on peut avoir plus de précision sur le planning de déploiement. Et donc, je lui dis simplement qu'il faudra qu'on se tienne au courant et que l'idée, c'est Donc, de lancer les choses officiellement. Oui, oui, je me permets peut-être de donner quelques précisions qu'on n'a pas forcément trop données là. Donc là, aujourd'hui, à l'instant où on se parle, les pharmacies, normalement, sont, à partir de demain matin, 9 heures, en capacité de recevoir des patients qui leur sont adressés par les médecins. Alors Steve a dû se déconnecter malheureusement, mais je sais que Steve et Véronique ont déjà approché un certain nombre de médecins qui sont donc au fait, qui ont reçu les informations. Alors, tout n'a pas encore effectivement été forcément fait auprès de tous les prescripteurs potentiels. Notamment, il y a peut-être une deuxième vague plutôt sur les généralistes qui peuvent être aussi des acteurs clés. Mais les médecins sont déjà dans la boucle pour partie d'entre eux. Les pharmaciens, on vient de le dire ce soir. Et à partir de demain matin, 8 heures, ils sont censés effectivement pouvoir répondre présent à la démarche s'ils se sont inscrits sur le listing de l'URPS. Après, on a une montée en puissance qui est prévue progressivement avec plus de médecins dans la boucle et plus de pharmaciens dans la boucle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il va aussi y avoir une phase de communication grand public sur laquelle l'URPS va travailler pour que les patients en direct puissent également être au fait de cette démarche de coopération entre les médecins et les pharmaciens. Marie-Claude, tu voulais compléter? Je voulais juste te dire, parce que tu as dit que les médecins généralistes sont faits, mais en fait, les médecins généralistes font pas tellement ne prescrivent pas tant les médicaments C'est vrai, tu as onco. tout à fait raison, mais en fait l'idée était plutôt dans le dispositif peut-être de les sensibiliser Le à terme, suivi, parce qu'ils peuvent être eux également un relais pour le patient et dire au absolument. patient, vous pouvez aussi vous appuyer sur votre pharmacien. C'est un peu cette idée-là. Oui. d'accord. Et puis, je Donc, te c'est voulais important de aussi préciser, du coup, préciser au confrère. Frédéric, que la porte d'entrée du dispositif, c'est de s'inscrire dans la démarche, hein. Oui, Donc, peut-être qu'il Véronique, faudra que nous, dans la pratique, oui, on refasse suivre aux confrères le La formulaire, tu sais, fiche, pour qu'ils puissent absolument, oui, répondre. oui, tout à formulaire, ouais, fait. parce Je pense que c'est important Et je parce que, compte évidemment sur les pharmaciens qui ne sont pas inscrits ce soir et qui sont volontaires pour aller s'inscrire sur le site URPS dans les plus brefs délais. Oui. Mm. ouais, je pense que Véronique, c'était ça Si plutôt je la peux question du rajouter, confrère, quoi. Voilà. Véronique voulait ouais, rajouter quelque chose? Oui, je voulais vraiment rajouter, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, tout à fait. Allez-y, Oui, docteur. donc je voulais juste rajouter qu'effectivement, l'entrée dans le dispositif est progressive. On a recommencé tout l'ensemble des prescripteurs étaient déjà associés dès l'initiative, enfin, dès la démarche initiale, il y a maintenant
peut-être pas loin de 2 ans. Donc, en fait, les praticiens attendent le feu vert pour lancer le process. On est actuellement en train de les resensibiliser parce que le temps a passé entre les premières discussions. Donc, la montée en puissance va se faire de façon très progressive. Et ça passera aussi par une campagne de communication, notamment dans les lieux de soins et de prescription. Mhm. Très bien, tout à fait. Merci, merci Véronique pour cette précision. Olivier, vous voulez encore rajouter un petit mot? Juste pour compléter le propos d'avant, c'est que ne négligez pas quand même l'interaction avec les médecins généralistes. Pourquoi? Parce que dans les traitements, la moitié de nos traitements que nous aurons à gérer, ce sont des traitements au long cours qui sont souvent renouvelés par les médecins généralistes. Donc parfois, on n'a pas vu son spécialiste depuis 1 an, 2 ans, mais le médecin généraliste a renouvelé. Donc l'interaction, parfois, elle est pas mal à faire avec le généraliste. Ok, oui, merci Olivier, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, absolument. Je ne sais pas si quelqu'un va encore rajouter une dernière remarque. Euh, Marie-Claude, je ne sais pas si vous voulez encore rajouter quelque chose ou si c'est la main de tout à l'heure qui est toujours levée que j'ai pas vu. La mail de tout à l'heure, mais je voulais simplement dire aux confrères, je suis sur le site, c'est assez facile d'y aller, hein, de s'inscrire, déjà un. Et de deux, c'est pas compliqué, hein, comme a dit Olivier, des fois au comptoir, on peut faire une petite, assez facilement. On pensait que c'est compliqué, il fallait s'asseoir, prendre rendez-vous, noter. Non, il faut lâcher toute cette partie administrative contraignante, il faut se simplifier la chose. Le médecin, l'hôpital vous envoie le patient, commandez le produit, appelez-le. Quand il arrive, son produit est là et provoquez faites l'entretien ce même jour. Il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. Et quand il revient faire son renouvellement, deuxième entretien. Mais moi, je procède maintenant comme ça. J'ai lâché tous ces trucs compliqués et c'est beaucoup plus simple pour le patient. Surtout que maintenant, on a des cabines, c'est plus facile de le voir 10-15 minutes, hein. Et ça dure vraiment 10-15 minutes. Ok, merci Marie-Claude pour cette dernier point pour rassurer les confrères sur la mise en œuvre. Je vais déclarer que le webinaire est clos. Je remercie tout le monde, tous les participants, tous les intervenants et surtout tous les pharmaciens qui se sont connectés en nombre ce soir sur ce sujet. Donc j'espère que ça se traduira par une disponibilité sur le terrain de l'ensemble des officines. Et nous, on continuera évidemment dans le développement du projet à accentuer la visibilité, la compréhension par l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les patients, les médecins ou les pharmaciens, dans les semaines et les mois qui viendront. Voilà, je souhaite à tout le monde une excellente après-midi et puis au plaisir de vous retrouver sur un prochain webinaire de Merci à l'URL tous le mois prochain. et à bientôt. Merci à tous les confrères. Merci, bye bye.